Donc bonjour à tous, je m'appelle Christian Guémy, j'ai 50 ans, je suis plus connu sous le nom de C215. Je suis c'est un peu les autres qui définissent, ce que je suis, professionnellement parlant. On peut dire que je suis portraitiste, on peut dire que certains disent que je suis graffeur. Je ne me reconnais pas beaucoup dans cette expression parce que je la trouve, limitante et connotée. D'autres, pensent que je suis pochoiriste. Ça me convient davantage. En ce moment, je parle beaucoup de créateur de pochoirs parce qu'en réalité, c'est quand même le pochoir qui est mon outil, mais qui est aussi ma création parce que je crée mes outils, qui sont des pochoirs et qui me permettent d'atteindre, finalement, mon but, qu'il s'agisse de réaliser une peinture, de réaliser un vitrail ou une sculpture. Ça passe toujours dans mon travail à partir, du pochoir et le plus souvent à partir du portrait. Non que je puisse pas faire autre chose que des portraits, mais parce que, j'ai toujours souhaité dans mon travail à ce que, le module qui me permette de m'exprimer puisse s'adresser au plus grand nombre et c'est par le portrait qu'on peut, atteindre le plus grand nombre de personnes, quel que soit le niveau de culture, d'entendement. On a à la fois par le portrait l'esthétique, mais aussi l'émotion et aussi, selon que la qualification ou l'emplacement du portrait, la signification. Et qu'il s'agisse d'un enfant, d'une personne plus âgée, quelqu'un qui, vient d'un autre monde ou que moi je me rende dans un autre monde, le portrait m'a permis de communiquer avec un grand nombre, de personnes et c'est, à ça que je me suis attaché et c'est à ça que je me suis, fait, identifier. Je pratique, la création de pochoirs depuis, bientôt, bah, là c'est ma 19e année, donc bientôt 20 ans on va dire parce que le temps vous savez ce que c'est, hein, plus le temps passe, plus il s'accélère donc bientôt 20 ans. Ça a été un véritable déclic lorsque, en 2005, j'ai fait mon premier pochoir, parce qu'en fait, ça faisait des années que, je cherchais déjà j'ai pas fait d'école d'art. J'ai une formation universitaire, classique, mais, je venais d'un milieu très populaire dans lequel il était, inenvisageable de devenir artiste, pour mes grands-parents. C'était vraiment, c'était pas un métier, quoi. Donc et peut-être même pour moi d'ailleurs, j'ai jamais vraiment considéré ça comme un métier, mais plus comme une passion. Ça faisait des années que dans mes loisirs seulement, je m'étais essayé à tout un tas de techniques, mais aucune de ces techniques m'avait permis d'approcher l'esthétique que je recherchais. C'est-à-dire que j'ai vu les choses et quand je dis les choses, c'est à la fois d'une manière plastique, mais aussi de la manière dont, cette chose pouvait se présenter au public avant de la réaliser et c'est seulement lorsque j'ai rencontré le pochoir que je me suis dit: «Ah ça y est, c'est ça qui va me permettre d'atteindre, l'esthétique et le process que je souhaite atteindre». C'est-à-dire, dans le langage à la fois un langage qui soit à la fois abstrait, ça c'est un de mes pochoirs, donc vous voyez un peu l'échelle d'un scalpel, à la fois, quelque chose qui soit abstrait, mais aussi quelque chose qui soit figuratif et figuratif à la croisée de plusieurs types d'esthétiques qui correspondent très bien à une culture populaire, classique, que j'ai reçue. Un mélange de BD, donc d'illustration en quelque sorte, d'un art figuratif mimétique, qu'on pourrait qualifier de réaliste tout de même, peut-être même, voilà, quelque chose d'un peu plus académique, donc c'est à la croisée de ces chemins-là que je voulais, me retrouver. Donc et c'est le pochoir qui m'a permis de combiner, ce mouvement avec l'abstraction, aussi la dimension, vraiment où on reconnaît l'œuvre, on reconnaît le personnage, donc le côté figuratif, mimétique, mais sans, m'étrangler dans quelque chose qui soit, la pure imitation. Sachant que, de toute façon, dans l'histoire de l'art, on a toujours considéré que l'imitation du réel était quand même, heu, pas si noble qu'on l'imagine lorsqu'on a une culture populaire. Il faut toujours idéaliser un peu les choses et donc avec mes influences, que j'avais pu recevoir lorsque j'étais enfant, Enki Bilal et toutes ces choses-là, du graffiti, un peu aussi
des nouveaux réalistes en quelque sorte. Et donc les nouveaux réalistes sur avec les interactions avec les objets, avec la matière, donc des gens comme Yves Klein, comme Ben Vautier qui nous a quittés, qui est quelqu'un qui a énormément compté pour moi. C'est comme ça qu'on retrouve une section objet dans mon exposition. Et en fait, je cherchais vraiment ce langage-là avant de le peindre. J'avais la vision de ce que je voulais faire si jamais j'étais un artiste avant de le peindre. Et je l'ai vu enfant, je l'ai vu plus tard, et tout ce que j'ai essayé était insatisfaisant. Donc j'ai essayé tout un tas de techniques. Et j'ai pas perdu mon temps, parce que c'est en essayant tout ça et en renonçant, parce que je suis d'une nature insatisfaite, donc en renonçant et en patientant jusqu'à ma 30e année, 33 ans exactement pour me lancer et tenter d'en faire mon métier, euh, que j'ai cherché le meilleur moyen d'atteindre cette esthétique. Je le dis parce que c'est important, parce que la plupart des artistes que je connais, les plus jeunes, ils veulent devenir artistes avant d'avoir une esthétique. Ils veulent devenir artistes. Artistes de quoi, on ne sait pas. Maintenant, il y a même beaucoup de jeunes gens qui veulent devenir connus, on ne sait toujours pas pourquoi. À titre personnel, je voulais surtout atteindre cette chose que j'avais en tête, cette idée de peindre au coin d'une rue, peut-être même de manière anonyme comme ça, quelque chose qui soit suffisamment académique pour que ça soit compris de tous, mais quelque chose de suffisamment spontané pour que ça parle de liberté, que ça parle de fragilité, d'humanité, etc. Je l'ai vu très jeune. Mais lorsque je me suis essayé au graffiti alors que j'avais 15 ans, j'ai été parmi les premiers de ma ville. Moi, j'appartiens vraiment à une génération qui a vu arriver de loin le hip-hop, hein. Ce que le matériel me permettait d'atteindre en 89-90, parce que c'est ça à peu près pour moi, le 88, 89, 90. Quand je pense à ces années-là, je pense toujours au Batman avec Prince. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ce qui a marqué cet été-là. J'ai travaillé tout un été à essayer des choses à la bombe, mais les bombes, c'était des bombes de marque Julien, donc de décoration qu'on trouvait à l'époque dans les grandes surfaces de bricolage. Et ça coulait, c'était impossible de faire un aplat, il y avait que 5 couleurs. Ça n'allait pas en fait. J'étais pas satisfait du tout du résultat. Je trouvais qu'on obtenait quelque chose qui était beaucoup trop. C'était une grande frustration. Je savais que ça devait passer par l'expression de rue, de fresque, de graffiti, mais ce que j'obtenais à l'époque, je trouvais ça nul. Lorsque je dessinais, j'ai essayé plusieurs langages. Chacun m'intéressait, mais aucun ne me donnait la synthèse. Les derniers dessins que j'ai pu faire au crayon, parce que je dessine plus du tout, hein, je dessine plus du tout depuis 2005. Je ne veux pas, en fait, parce que précisément, j'ai trouvé mon outil. J'approchais de quelque chose, mais que je trouvais souvent trop rond, ou trop abstrait, ou trop cartoon, ou trop réaliste. Ça partait toujours dans une direction qui était trop franche, et c'est le pochoir qui m'a permis de trouver une synthèse, avec des éléments de contexte assez spontanés, mais qui sont plus une signature qu'une recherche abstraite à part entière. C'est pas, moi, je suis pas ni Soulage, ni Rothko, des choses comme ça. C'est plutôt un langage qui fait aussi signature de loin et qui crée un mouvement. Cette notion de mouvement, elle est importante parce que le pochoir, ce qui est beaucoup reproché à cet outil pour ceux qui le pratiquent et ceux qui le décrivent surtout, c'est que c'est un outil qui est extrêmement contraignant et dont le résultat, lorsqu'on l'applique, si on ne l'applique pas suffisamment comme un peintre l'appliquerait et plus comme quelqu'un qui l'appliquerait de manière graphique, c'est que c'est très statique. Une fois qu'on a créé cette combinaison de cadres et qu'on le plaque sur le mur et que si on le peint, si vous peignez un aplat et que vous le retirez, c'est pas plus intéressant qu'une décalcomanie d'un publiciste sur un magasin. Je veux dire, c'est vraiment une application en aplat. C'est pour ça que la création de pochoirs en elle-même ne suffit pas non plus à définir ma pratique. Ce sont des outils que je crée spécifiquement, que je crée pour chaque œuvre. Et c'est pas seulement pour ça que chaque sujet, parce qu'il m'est arrivé notamment de perdre des pédales et dans une création de pochoir de plus savoir si sur. Pour la petite histoire, c'était 4 portraits de Charlie Chaplin pour ma première intervention bénévole dans les prisons, de Charlie prisonnier. Et il devait être les 4, c'était à Bois d'Arcy.
J'étais un peu stressé, j'ai eu l'autorisation au dernier moment de m'y rendre, c'était en 2013 et je devais en faire 4 pour que ça crée une séquence un peu cinématographique et je regarde mes dossiers et je rends compte que 3 alors que j'étais sûr d'avoir fait les 4. Je me dis: «C'est pas grave, j'ai pas le temps, je vais pas prendre le risque de chercher partout pendant 2 heures, où je les ai mis, je crois que je les avais oubliés à la campagne». Et donc la photo manquante, sur la séquence, la photo de la séquence manquante, en fait, je l'ai recréée et j'étais certainement fatigué parce que lorsque j'ai rouvert, mon dossier, je l'avais fait, en fait, je l'avais créé, je l'avais découpé. J'ai donc passé, plusieurs heures à redécouper en 24 heures d'écart la même photo et en fait, le résultat de découpe, de création était très différent. C'était un dessin très différent et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que j'ai pas voulu, ce qu'on reproche aussi en général aux pochoirs et à juste titre, c'est que la plupart là, je pense que je vais perdre un ami si je retire ça sans. La plupart des pochoiristes, des gens qui peignent au pochoir, le font, en appliquant, des filtres, numériques. Certains de mes confrères, pratiquaient dans les années 80 un pochoir découpé à la main, donc un pochoir qui était dessiné, quelle que soit l'approche. Est-ce qu'on fait un tracé au crayon et ensuite on découpe? Moi, je découpe directement. Je dessine pas, avec le crayon, je veux plus toucher un crayon, sauf pour, signer des contrats et des chèques et vraiment, et les chèques, c'est fini, donc ça, c'est bien et en fait, vraiment, j'ai voulu aussi que l'entraînement, la conduite de la lame, fasse, style parce qu'on tranche et c'est très, très net et beaucoup d'autres pochoiristes le font à partir de créations numériques, à partir de filtres Photoshop, de filtres d'ordinateur, voire maintenant de création, plus ou moins par des intelligences artificielles et je trouvais que ça manquait à la fois de spontanéité et en même temps, ça manquait d'humanité et quelque part de force créative parce qu'on a quelque chose qui est extrêmement morcelé. Je ne sais pas si vous voyez cette esthétique un petit peu extrêmement morcelée, ou enfin, ce qu'on peut obtenir lorsque vous passez une photo, en noir et blanc, en 2 couleurs, enfin voilà, c'est quelque chose qui est très graphique et qui est pas très humaine et qui est pas très créatif surtout. Donc je voulais créer des pochoirs à part entière. Ça reste des dessins et que chacune de mes œuvres soit une peinture à part entière. C'est-à-dire qu'à partir du même pochoir, vous en avez certaines versions, donc celui-ci, il est peint dans la rue, mais vous le trouvez aussi dans la collection permanente actuellement exposée sur une palette en fond bleu. Selon la manière dont je le peins, le résultat peut être très différent. C'est pas parce que j'ai créé un pochoir que j'ai réussi ma peinture. Je peux faire de très bons pochoirs. Alors c'est sûr que quand le pochoir est excellent, c'est plus facile d'arriver à un résultat intéressant. Mais ça signifie rien. On peut aussi créer, enfin, je peux créer parfois de très bons pochoirs, objectivement, et puis pas être au top au moment où je les peins et être déçu. Et je peux aussi parfois créer des pochoirs dont la source ne me permette pas, parce que c'est une source trop faible, ou surtout des personnages historiques ou des gravures qui sont un peu minables, etc. Je peux aussi créer un pochoir qui soit bon, moyen, pardon, et obtenir des résultats très satisfaisants. Et c'est cette part de création très humaine, très accidentelle, qui, en tout cas, dans laquelle je trouve mon adrénaline. Et l'adrénaline, elle est d'autant plus satisfaisante que ces pochoirs, il y a la manière dont je les crée, il y a la manière dont je les peins, mais il y a où et comment je les peins. Parce que si je suis dans un environnement qui est inspirant, parce que je suis amoureux, parce qu'il fait soleil, parce que je suis en bonne santé, parce que je me sens libre, que c'est vraiment un bon moment où on se sent, vous voyez, il y a des moments où on se sent plus léger que d'autres dans la vie quand même. Et ben, la peinture, si en plus je suis au bon endroit et que je viens de boire une jolie orange pressée, que je suis à Rome, à Trastevere, que tout va bien, que je suis encore jeune et tout le reste, et ben voilà, il va se passer quelque chose d'assez magique et il peut se produire quelque chose. Une des dernières fois que j'ai ressenti ça de manière, un peu hallucinante, quoi. Il y a des fois, on peut se retrouver dans des situations où on perd le contact avec le réel. J'étais dans le désert du Tibesti, au sud de la Libye, au nord du Tchad, il y a quelques semaines avec l'armée française pour y peindre des portraits du général Leclerc et de compagnons de la libération sur la route de Koufra qui mène à Bir Hakeim. Et je les ai peints le 8 mai. Donc la signification était extrêmement forte, entouré d'officiers et de sous-officiers de l'armée française pour peindre sur des stèles dans le désert
à l'aube, avant qu'il fasse 50 degrés à midi, s'il faisait encore un peu frais, il faisait 35, 37. Et en plantant avec le soleil rasant, parce qu'il y a le moment, il y a la prise de photo aussi, c'est-à-dire qu'il y a le moment où je l'ai peint, il y a le contexte, mais il peut y avoir même ne serait-ce que l'heure, parce que l'heure, c'est aussi la lumière du soir qui jaunit lorsque vraiment le soleil se couche. Il y a un moment où on passe des bleus vers le jaune, c'est avec des ombres portées très très fortes qu'on trouve aussi le matin. Ça peut être des moments qui peuvent être extrêmement exaltants. Et c'est ça que j'aime, c'est-à-dire qu'à la différence d'un peintre d'atelier qui va lui se retrouver sans cesse confronté seul à seul, en pleine maîtrise. Ah oui, et tout ça, évidemment, c'est sous-entendu que je contrôle pas tout. Et c'est ça qui me plaît, c'est de ne pas contrôler les choses, d'avoir une perte de contrôle, alors que cet outil, pour beaucoup, c'est un outil extrêmement contrôlant. C'est un cadre, il a une taille définie, tel qu'il est conçu, vous ne pouvez pas improviser ou presque avec, enfin, à moins que vous connaissiez bien le métier et l'usage du pochoir. C'est un outil qui est très contraignant. Et ce que j'aime, c'est avec cet outil extrêmement contraignant sur lequel j'ai passé des heures de découpe à le concevoir en anticipant, en rêvant de la manière dont je pourrais le peindre, me retrouver dans une situation tout autre, perdre un peu le contrôle et je vous avoue que selon que je me sente bien ou pas, ça joue beaucoup. Le résultat peut être excellent ou pas. Alors pour ce que j'ai peint à Carpentras, je vais vous avouer que j'ai été très heureux de peindre à Carpentras. Parce que notamment, l'équipe de Linguimbertine m'a donné énormément de liberté. C'est un peu comme aujourd'hui, je suis arrivé à 14h59, personne ne m'a appelé à 14h30. Ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire on m'a fait confiance, on m'a laissé travailler, il faisait beau, j'aime Carpentras, j'aime ma femme, j'aime mes beaux-parents. Ma femme a grandi ici, mes beaux-parents sont à Aubignan. Même si j'ai exposé dans des lieux dont on pourrait penser objectivement qu'ils sont plus importants que Linguimbertine, je pense au Panthéon ou aux Invalides ou à l'Assemblée nationale ou au Musée de la Légion d'honneur ou tout un tas de lieux qui sont quand même assez prestigieux en exposition individuelle. Il se passait quelque chose pour moi ici d'aussi magique que si j'avais peint à Naples ou à Rome, qui sont parmi les villes que je préfère. C'était vraiment, déjà parce que c'est pas sans rappeler Naples ou Rome, Carpentras, c'est très italianisant ici, l'architecture, le contexte, lorsqu'on se retrouve un peu derrière les remparts par là-bas, c'est très très beau. Et en plus, parce qu'il y avait l'affect qui s'y trouvait. Personne pour me prendre la tête, pas de pression, je peignais ce que je voulais. Ils ont découvert les œuvres au fur et à mesure, des fois même avec un peu de retard. Je me disais, ah, tiens, on a oublié de compter celle-là. Une telle liberté m'a permis en tout cas de me sentir très très à l'aise et très heureux de peindre ici, et j'espère que ça se ressent dans ce que j'ai peint. Et le mot liberté qui vient d'apparaître, c'est aussi le point de départ. C'est-à-dire que de toute façon, ce projet de peindre dans la rue, de peindre sur des objets, d'interagir, de voyager léger, mais avec un outil, avec une arme d'artilleur artistique extrêmement performante, tout terrain, c'était quand même aussi l'idée, dès le départ, d'être un artiste libre, autant que se peut, dans ses idées, mais aussi dans son positionnement sociétal, aussi dans son moyen d'action, d'avoir un outil qui me permette aussi bien de partir avec un sac de pochoir et quelques bombes dans une favela, dans un camp de réfugiés, en contexte de guerre, comme je l'ai fait plusieurs fois en Ukraine pendant la première année de guerre, même dans Kiev qui était assiégé, où j'avais vraiment que précisément un sac à dos, un sac de bombes et un sac de pochoir. C'est quand même une grande liberté, et c'est cette liberté qui est grisante. Et c'était cette liberté que je cherchais à atteindre à travers ce qu'on peut qualifier de graffiti du pochoir. Et c'est cette liberté que j'essaie de transcrire au travers de ce travail. Alors bien sûr, dans l'historique de mon parcours, il y a à la fois tout l'historique de l'art urbain, parce que l'art urbain en France, c'est aussi un travail collectif, même si on est des artistes très différents les uns des autres, mais il y a un effet générationnel qui fait que, bon, cette histoire correspond aussi à celle du mouvement. Pour faire simple, c'est l'art urbain en France, c'est vraiment quelque chose qui a déjà explosé une première fois dans les années 80, mais avec une approche hip-hop ou punk.
C'était vraiment, le milieu punk rock qui pratiquait le pochoir, sur les blousons, les vestes en jean, les t-shirts, et cetera. Parce que ça venait déjà du monde syndicaliste de mai 68 où on peignait au pochoir sur les murs des slogans, protestataires. Donc, cet environnement protestataire avait glissé dans le mouvement punk rock, dans lequel je me reconnais pas complètement parce que je pense qu'on peut pas être vraiment un vrai punk si on n'est pas un fils de bourgeois. Et aussi par ailleurs dans le mouvement hip-hop, mais j'étais un peu petit par rapport au mouvement hip-hop et je me reconnaissais pas complètement dans l'expression parce que même si j'aimais ces fresques avec toutes ces couleurs et puis la dimension collective de fusion des arts et puis aussi d'un monde alternatif, moi j'ai grandi en cité, le hip-hop évidemment que c'était porteur de cette culture de cité à laquelle j'appartenais mais dont je voulais m'extraire. Et ça c'est important, c'est-à-dire que je voulais pas rester dans le ghetto du hip-hop et dans le ghetto des cités. Ça, c'est la curiosité et la recherche de liberté précisément m'a toujours conduit depuis l'enfance à me rendre dans des mondes qui n'étaient pas les miens. Celui des faubourgs de ma ville, puis du centre-ville, à aller voir comment ça se passait chez les autres et de mesurer combien ça pouvait être différent de ce que je pouvais voir chez moi. Et donc de m'extraire de là où j'étais, eh ben, c'est aussi ce tempérament qui m'a conduit à créer cette forme d'art qui est très composite, dans lesquels il y a des aspects, comme je vous l'ai dit, à la fois classiques, à la fois graffiti, à la fois cartoon. C'est une synthèse. J'ai grandi dans les discothèques et dans les bars à cocktails parce que mes grands-parents et toute ma famille, j'ai grandi la nuit en fait, j'ai été scolarisé à l'âge de 7 ans. J'ai pas été à l'école avant l'âge de 7 ans. Et ça m'a à la fois restreint sur la sociabilité parce que je n'avais jamais parlé avec d'enfants avant mes 7 ans, ou presque. Mais ça m'avait ouvert quand même sur l'âge adulte et tout un tas de choses, et notamment sur l'art et la musique, etc. Et cette soif de connaître des mondes nouveaux m'a aussi porté dans mon travail, puisque rapidement, alors que les artistes de ma génération se contentaient de peindre dans les quartiers qui étaient un peu dédiés à Berlin, à New York, à Londres, à Paris et vers Belleville, à Marseille, vers le Panier par là-bas, ou à Belle de Mai, il y avait des quartiers qui étaient un peu dédiés. Moi, j'étais un des premiers, même si on n'est jamais vraiment le premier dans la vie. Surtout quand on est artiste, il y a vraiment quelque chose qui est très important pour se sentir bien, pour être ni avec un ego dément, ni complètement complexé. C'est de se toujours souvenir qu'on n'est jamais ni le premier, ni le dernier, ni le meilleur, ni le moins bon. Donc on est toujours dans une relativité et ça permet d'être complètement décomplexé. En tout cas, j'ai été l'un de ceux qui ont cherché à porter cette forme d'art dans des mondes nouveaux. Les mondes nouveaux, c'était des mondes géographiques. Dès 2007, j'interviens au Maroc ou depuis Jérôme Ménager dans les années 80 ou Georges Rousse, personne n'était allé peindre. En Inde, j'ai été certainement le premier street artiste occidental à aller peindre à New Delhi en 2008. Bon, au Brésil, eux, ils avaient une culture de muralisme toute empreinte de culture d'Amérique latine avec des couleurs extravagantes qui m'ont beaucoup influencé. Donc j'ai été m'inspirer là-bas. C'était déjà un échange qui ne se produisait pas parce que le monde du pochoir ne se mélangeait pas avec le monde des grandes fresques et des grands muralistes sud-américains. Je suis allé là-bas m'enrichir en 2008. Et au lieu de me cantonner comme le faisait tout le monde quand j'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle Banksy, et c'était une grande période 2007, 2008, 2009, 2010, mais tout le monde était vraiment bloqué dans le quartier East End à Londres ou Williamsburg, Brooklyn à New York ou Berlin, un peu Paris dans le nord-est de Paris. Moi, j'ai vraiment cherché aussitôt et dès que possible à aller peindre dans des pays qui n'avaient pas encore reçu la visite de street artistes porteurs de cette nouvelle culture occidentale. La Turquie, le Sénégal, le Rwanda, et ça parle encore de liberté. Mais dans la conquête des mondes nouveaux, il y avait aussi des thématiques nouvelles. Je pense que j'ai été un des premiers street artistes, ça c'est un mot qu'on emploie, street artiste, un des premiers street artistes à faire des représentations, notamment de policiers ou d'une ministre de la Justice. Et ça, je m'en suis aperçu, moi je l'ai fait spontanément parce qu'il me semblait normal d'aller toujours vers des choses nouvelles et puis de décloisonner et de casser la binarité, de casser ce qui pouvait être noir et blanc
dans la vie et aussi dans mon travail pour aller représenter des choses qui, moi, me semblaient évidentes, je pense avoir été le premier street artiste en France à représenter une ministre de la Justice et ça a fait une photo pleine page dans Le Monde parce que c'était Christiane Taubira lorsqu'elle, était, ministre de la Justice et qu'elle était régulièrement agressée à la sortie des tribunaux en recevant des bananes par des familles, qui s'opposaient au mariage pour tous et par indignation, non pas parce qu'elle était ministre de la Justice, quoique, faut respecter un peu même si on n'est pas complètement, même si on ne partage pas les opinions des gens qui nous dirigent, on est en démocratie, on est dans une république, il y a un suffrage qui s'exprime, et il me semble que lorsqu'on est en désaccord avec une politique gouvernementale, la seule réponse, enfin la principale réponse qui doit s'exercer, c'est le vote et non pas de lancer des bananes sur les gens, surtout lorsqu'ils sont de couleur, c'était inadmissible. Donc voilà, j'ai peint Christiane Taubira, ça a créé une onde de choc, parce que j'avais déjà un certain public. Lorsque Ahmed Merabet, non pas parce qu'il était policier, mais parce qu'il était un humain et qui portait l'uniforme et qui portait les couleurs de la France, a été abattu par les terroristes de Charlie Hebdo, on m'a sollicité parce qu'on savait que moi, j'allais décloisonner les choses pour le représenter à l'endroit où il a été abattu. J'ai dit oui immédiatement. Pour la culture du graffiti, ça a été un grand choc. Il y avait un street artiste qui peignait un flic. Et ça a été décrié. Mais ça m'a permis de décloisonner les choses. Un peu comme j'ai pu décloisonner ces univers esthétiques pour les fondre, j'ai aussi tenté, autant que possible, de décloisonner les frontières, les cultures, et y compris le champ des représentations. Je suis devenu peintre de l'armée depuis, réserviste citoyen du gouvernement militaire de Paris, plus pour longtemps parce que je trouve que c'est pas exactement ce qui me convient. Je pense qu'il faut que je me fasse rattacher à un régiment. Mais j'ai envie de participer d'une manière citoyenne à la société et donc de travailler à ce qui manque le plus peut-être à cette société, qui est le décloisonnement. D'autant plus qu'on est dans une société, je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, mais dans laquelle la binarité est en train de s'imposer et la polarisation est en train de s'imposer. J'ai toujours recherché à être un pontife, puisque c'est une ville de pape, c'est-à-dire quelqu'un qui crée des passerelles. Voilà, passerelle entre les arts, passerelle entre les cultures, passerelle entre l'intérieur et l'extérieur, comme cette exposition et ce parcours dans le musée. Passerelle aussi entre finalement les publics, parce qu'il y a des publics qui sont extrêmement populaires, qui me suivent, et j'en suis très heureux. Et il y a aussi des publics dont on peut considérer qu'ils font partie des élites, que ce soit de grands institutionnels ou de grands collectionneurs qui me suivent également. Alors pas tous, je ne fais pas l'unanimité ni chez les uns ni chez les autres, mais le fait que mon travail et que cette dynamique me permette de rassembler les gens dans les générations, dans les quartiers, dans les cultures, au travers des langues, ça c'est vraiment une grande satisfaction pour moi. Je trouve que c'est là que s'exerce la liberté. Alors, pendant que mes confrères, dans les années 2007-2008, on était tous dans une avant-garde, on est revenu, le graffiti est revenu. Dans les années 90, le graffiti, ça a été très 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 violent parce qu'il y avait beaucoup d'abus. Dans les années 80, ça a été évidemment très très libertaire. Il y a eu beaucoup d'abus sur la manière dont on a peint dans les grandes villes dans les années 80, dans le métro, etc. Moi, je vois des photos, c'est un peu comme l'affichage dans les années 1880. Je veux dire, si on ne réglemente pas les choses, forcément, il y a des dérives. Et il y a eu une phase extrêmement répressive dans les années 90 qui où se sont combinés à la fois le démodement de la chose, mais aussi la répression de la chose et l'effacement des choses. Donc là, je peux vous dire que s'il n'y a plus d'argent, qu'il y a des problèmes, et qu'en plus on ne vous permet pas de la faire, cette chose, de peindre dans la rue, dans les années 90, ça a été extrêmement restreint et n'est plus resté dans la rue à Paris ou dans les grandes villes qu'une la forme la plus radicale, la plus spontanée et la plus nihiliste et la plus désespérée d'intervenir dans la rue qui soit, qu'est le tag. Et c'était un peu l'œuf et la poule, la spirale. Plus ça a tagué, plus ça a été répressif, moins ça a été populaire en quelque sorte, plus ça a été pratiqué par les fils des bourgeois d'ailleurs, parce que ça pouvait se rapprocher d'une démarche pour la beauté du geste et du punk. En quelque sorte, on imagine que ce sont les gens des milieux populaires qui ont tagué dans les années 90 et 2000, mais pas du tout, c'est des gosses de bonne famille. Et il y a eu un grand changement qui a généré ce que je suis et qui a généré une génération à part entière, c'est l'arrivée d'Internet. Parce que Internet
déjà, il y a eu une culture autour des nouveaux graphistes, des écoles multimédia, qui a permis à ceux qui s'intéressaient à la culture du graffiti de se professionnaliser et d'aborder tout un tas d'outils, photographie, infographie, vidéo. Ça a été le moment où les différents modes d'expression se sont synthétisés dans l'ordinateur, mais aussi parce qu'Internet a donné une nouvelle tribune. Et ce que recherchaient finalement les artistes des années 80 et 90, ceux qui avaient une volonté artistique et non pas une démarche de vandale ou de nihilisme, c'est-à-dire présenter son travail en escamotant les médiateurs qui étaient les galeristes, les journaux qui étaient des véritables citadelles, Beaux-Arts, Art Press, etc., dans les années 90 et 2000. Si on n'avait pas eu un encart dans Art Press, il n'y avait aucune chance de trouver un galeriste sérieux, un galeriste sérieux. Et ça, c'était extrêmement pénible pour les artistes. Et l'arrivée d'Internet et ces compétences nouvelles où on pouvait être à la fois artiste, peintre, infographiste, vidéaste, photographe, éditeur soi-même sur Internet, permettait tout à coup, avec de surcroît l'amélioration du matériel. Il va s'endormir, je le sens. De surcroît, c'est long, hein, je sais, mais de surcroît, le matériel a beaucoup évolué. J'adore m'endormir dans les conférences, donc vous pouvez vraiment vous lâcher, hein. Et le matériel ayant beaucoup évolué en qualité, avec un nombre de couleurs incroyables, avec des bombes qui avaient de différentes marques qui sont arrivées, chacune avec des propriétés différentes, l'une extrêmement couvrante, l'autre séchant très rapidement, l'autre de mauvaise qualité mais permettant de faire des glacis, etc. On a eu un arsenal extrêmement vaste qui est apparu dans les années 2000. Internet qui nous permettait d'avoir une tribune incroyable pour s'adresser dans l'immédiateté au plus grand nombre, sans frontières, sans barrières. On avait donc à la fois la promesse, comme on dit en marketing, la promesse immédiate de la diffusion Internet et la preuve qui pouvait être constatée in situ, c'est-à-dire dans la réalité. On peignait dans la réalité, on avait une présence physique à un endroit, comme l'avaient 20 ans auparavant les autres, mais ce qui changeait, c'est que tout à coup, on s'adressait à tout le monde par Internet. Et ça a été un grand vecteur de succès pour notre génération, parce que tout à coup, c'est ce qui a permis à cette culture du graffiti, du street art comme on l'a appelé alors, de se diffuser sur la planète entière. Et on l'a vu, enfin moi en 2005, je l'ai su avant que ça arrive. Parce que j'ai tout de suite imaginé, ah ouais, mais c'est super, j'étais au bureau, j'étais responsable d'export d'un éditeur de tissus, en cravate, etc. Parce que comme je parle plusieurs langues et que j'ai fait des études assez longues en histoire de l'art, en histoire de l'architecture, je me suis retrouvé à faire historien de l'architecture pour les Compagnons du Devoir pendant 1 an, dans l'encyclopédie des métiers, plâtrerie, à festuc, menuiserie, ébénisterie. Au bout d'1 an, les Compagnons, je peux vous dire que je suis parti parce que c'était un monde extrêmement rude. Passionnant, on a besoin d'eux, ils sont extraordinaires, mais très rudes. Ensuite, je suis allé dans un autre monde qui est le monde des cabinets d'études de marketing, dans le monde de la décoration haut de gamme, où j'ai été chargé d'études qualitatives, export, notamment parce que je parle allemand couramment. L'allemand, ça sauve. Les enfants, il faut les pousser vers l'allemand. Je sais que c'est le 80e anniversaire, mais l'allemand, c'est bien. Donc, j'ai travaillé comme chargé d'études export. Donc, voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, puis j'ai fini responsable export. Et c'est vrai que, je sais plus ce que je disais, l'allemand, ça m'a troublé, je pense. Bon, voilà, c'est vrai que je sortais d'une vie où je rêvais d'un autre métier. Ça y est, je rêvais d'un autre métier. Et j'ai tout de suite vu, avec l'arrivée d'Internet, qu'on pouvait, lorsqu'on était artiste désormais, présenter au monde son travail. Je me rêvais à Bali ou à Tahiti, etc., et peindre des choses à Bali, et vendre plus ou moins la chose à des gens ici ou à New York ou à Londres, et me la couler douce. Bon, évidemment, j'ai travaillé comme un chien, plus encore que lorsque j'étais employé, mais j'ai quand même fait plusieurs fois le tour du monde. Et j'ai connu beaucoup de liberté, à la différence de ce que mes supérieurs hiérarchiques ne m'auraient jamais laissé libre et tranquille si j'avais continué dans ces métiers un peu classiques.
Donc voilà, hein, j'ai essayé, de manière un peu, pragmatique de vous présenter qu'est-ce qu'était, ce travail. Alors après, il y a, la chronologie. La chronologie, c'est qu'effectivement de 2005 à 2010, à la fois à titre personnel et à la fois collectivement, on a pratiqué et on a appris à s'exprimer. On a appris le langage des réseaux sociaux, on a appris notre technique. Les uns et les autres, on a affiné notre technique et notre identité, pour les uns comme pour les autres. On a appris à se faire connaître, à la fois du grand public, mais des institutions, et à montrer l'intérêt que ce genre, d'art pouvait, offrir à la ville, à la société, à la citoyenneté, à des lieux, qui étaient en déshérence, qu'il s'agisse de cités, dortoirs ou, de centres-villes historiques un peu vieillissants, ou de grandes institutions qui avaient des choses à communiquer. Et on a appris aussi à se faire respecter, aussi bien du public que des taggeurs, que des institutions, que du marché, que des journalistes, et cetera. Et ça a été une période de conquête dans laquelle on a tous eu plus ou moins un langage assez générique. Et à titre personnel, j'estimais que j'étais un apprenti j'étais à la fois un apprenti de mon langage, j'étais dans un apprentissage de ma technique jusqu'en 2012 à peu près. Et c'est vers 2012 où, quand la question de la technique n'en était plus une, lorsque je ne me sentais plus limité par mes incompétences techniques pour exprimer exactement ce que je voulais et de la manière dont je le voulais, que j'ai commencé à me dire: «OK, le comment, c'est fait, quoi?» Et à titre personnel, j'ai considéré que, étant un artiste urbain et donc m'exprimant dans le champ des idées, étant dans l'agora, dans le monde public dans lequel on exprime plus ou moins des choses, et c'était le cas de la plupart des artistes, de l'art urbain, on exprimait des questions de citoyenneté, de vision de la société, des questions idéologiques pour certains. Il m'a semblé tout naturel de travailler sur la question de la citoyenneté. La question de la citoyenneté, c'était un choix radical, et j'ai été l'un des seuls en France. Ailleurs, d'ailleurs, même ailleurs, je ne connais pas beaucoup d'artistes qui soient aussi qui aient centré autant leur œuvre sur la question de la citoyenneté. Ça a eu beaucoup d'incidences. Déjà, j'ai perdu tous mes galeristes. C'est-à-dire que les mecs, ils m'ont dit: «Ah ouais, super, tu veux peindre le général de Gaulle? Bah, salut, au revoir. C'est très bien, tu as trouvé ton truc, mais ça sera sans nous, parce que effectivement, on est peu nombreux à vouloir un portrait du général de Gaulle en toile, chez soi». Mais ce n'était pas mon objet, parce que, il me semblait important d'avoir cette question de la citoyenneté au cœur de mon travail. Donc ça m'a éloigné du marché. Je vends encore des tableaux, je vends encore des œuvres, des prints, je fais des chats notamment, c'est vrai que ça concerne pas mal de monde. J'ai un travail qui est presque alimentaire autour de certains tableaux et de certains thèmes pour lesquels je n'ai pas de répulsion, hein. Moi, j'aime beaucoup, peindre des chats, je trouve ça joli. C'est joli, quoi. Ou Star Wars, parce que c'est ma génération, et une nostalgie, c'est rigolo, ou Batman, c'est tous ces sujets-là, j'aime bien le faire pour m'amuser, pour me détendre, mais c'est pas le cœur de mon travail. Il y a des chances que ça reste, c'est pour ça que je m'en amuse, peut-être que ça sera ça qui va être retenu autour de mon travail. Parce que je peux vous le dire sincèrement, en salle des ventes, s'il y a bien une chose que je vois jamais passer, et j'en ai vendu je sais pas combien, c'est les chats. C'est-à-dire que les gens qui achètent un tableau de chat, ils le vendent jamais. Ils le gardent. Et ça m'inquiète avec le temps quand même. Alors qu'effectivement, si jamais je peins un portrait du général Leclerc et que ça intéresse quelqu'un, ça m'arrive, de voir revenir en salle des ventes, le général Leclerc. Mais bon, peu importe, parce que de toute façon, ça fait partie de ces choses qui m'intéressent dans la perte de contrôle. On est éditeur de son travail, mais je comprends ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez vous. Et ça vaut pour mon travail de peintre aussi. Tandis que je m'éloignais du marché, il m'a semblé tout à fait naturel, en quittant les galeries autant qu'elles me quittaient, de m'approcher des institutions. Ce qui n'était pas évident, parce que dans l'histoire de l'art, le peintre institutionnel, c'est le peintre pompier. Donc voilà, le mec, il est vraiment calé, c'est un peintre, même pas de salon, mais il est calé avec
les académies, les machins, les institutions, les mairies, le Sénat, etc., ça avait très mauvaise presse. Alors que moi, il m'a semblé que c'était au contraire quelque chose qui allait pouvoir nourrir mon travail au plus profond. Pourquoi? Parce que ce sont des endroits qui m'intéressent davantage encore que les musées d'art contemporain ou les centres culturels, dans lesquels je pouvais parler de citoyenneté. Les mairies, l'Assemblée nationale, les Invalides, le musée de la Légion d'honneur, ce sont des endroits où on peut engager les débats autour de la citoyenneté. Ce qui est moins évident dans le musée d'art contemporain, où il faut toujours faire une petite pirouette qui permettent de rester dans la mode, dans l'élite. C'est un univers qui a la conjonction entre le luxe et la mode, qui s'appelle culture. C'est vraiment l'idée de la culture selon Bernard Arnault et toutes ces grandes fondations. C'est qu'il faut être à mi-chemin entre quelque chose d'exclusif ou qui exclut les gens pour que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'art contemporain, c'est un art qui est exclusif. On aime ou pas, mais c'est exclusif. L'idée, c'est de provoquer une réflexion où on se trouve au seuil de l'acceptation de l'œuvre. Mais pourquoi? Mais jusqu'où ça ira? Je me sens exclu. Ah, mais c'est génial. Et ça, moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais faire une forme d'art qui était inclusif. Et donc, j'ai cherché très volontairement à exposer non pas dans les centres culturels, mais plutôt dans des lieux où on n'attend pas nécessairement des expositions artistiques. Le mémorial de la Shoah. Je serai en octobre en exposition au centre faut pas que j'écorche leur nom, mais c'est le Centre culturel arménien de Valence pour parler du génocide arménien et des FTP-MOI de l'affiche rouge. Voilà, je voulais aborder ces sujets-là et forcément, ça fait pas très Palais de Tokyo. Donc, je suis allé vers ces institutions et vers l'institutionnalisation. Pas seulement, parce qu'il faut rester libre. Donc, j'ai continué à vendre un peu de tableaux, des impressions, j'ai touché droit d'auteur, j'ai fait des livres, etc. pour rester libre, toujours rester libre. Mais ça n'allait pas de soi. Le type vient du graffiti, il y a tous les poncifs sur le graffiti où on imagine que c'est un punk, il a une casquette sur le côté, il écoute du hip-hop, et du rap et tout. C'est pas faux, hein, ceci dit. Hein. J'écoute aussi du rap, mais j'écoute aussi du Bach et Véronique Sanson. Donc je peux vous dire que c'est toujours cette idée d'être influencé par tout un tas de choses assez différentes, quoi. Mais ça me permettait de me dégager de la question de la commerciale. C'est-à-dire que si je veux faire le portrait de Samuel Paty, j'ai pas spécialement envie de vendre le portrait de Samuel Paty, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand on veut rendre hommage ou quand on veut exprimer son opinion de manière aussi profonde qu'un soutien et qui en a bien besoin à la laïcité, il faut être dégagé des questions commerciales. Et c'est ce qu'un musée permet. Dans un musée, dans un lieu institutionnel, on peut vous présenter une œuvre sans vous dire l'air de rien, ça vous dit aussi de l'acheter. Et ça, c'était quand même extrêmement chouette, libérateur que de pouvoir s'affranchir en partie par le financement de l'exposition, le financement de l'opération, des questions commerciales. À l'inverse, la plupart de mes confrères, eux, dans une démarche qui me sidère de plus en plus, alors qu'ils étaient extrêmement contestataires et qui contestaient le désordre du monde néolibéral et la souffrance des enfants dans les bidonvilles, etc., dès qu'ils l'ont pu, ils se sont précipités dans les galeries, et pas n'importe lesquelles, les galeries qui permettaient de valoriser au maximum leur travail. Avenue Matignon, les salles des ventes les plus prestigieuses, Arcturial, etc., en jouant le jeu de la production artistique excluante, c'est-à-dire la plus limitée possible pour que qu'on puisse participer au jeu spéculatif, et les collaborations avec les plus grandes marques de luxe, LVMH et tout le reste, pourquoi pas? Sauf que je n'ai jamais compris comment on pouvait partir de la représentation d'enfants dans les favelas ou dans des bidonvilles ou dans des situations de ghetto, qu'il s'agisse de Palestine ou des bidonvilles du Brésil, etc. Tout ça pour finir chez LVMH. Je pense qu'à un moment donné, ça relève de la schizophrénie ou de l'hypocrisie la plus complète.
Et le temps passant, je me suis vu de plus en plus conforté à dire: «C'est bien Christian, je pense que tu as gagné de plus en plus en cohérence». Et je vous avoue que mes collègues me le rendent, en plus. C'est-à-dire que, finalement, alors que j'ai été pas mal décrié, sinon moqué, quand j'ai abordé certains portraits, certains thèmes qui étaient, pas si évidents à aborder, je vous dis, que ce soit les questions militaires, de policiers, de figures politiques, enfin, le portrait de Léon Blum et tout, les types, ils sentaient bien que j'allais me déclasser, en matière de valorisation dans les grandes salles des ventes et tout ça. Mais avec 20 ans et de la persévérance, 20 ans de pratique, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec ce que je fais. Et je suis pas peu fier de ce que j'ai fait. Non pas que je sois, comme je vous l'ai dit, ni le premier, ni le dernier, ni le meilleur, ni le moins bon, mais j'ai fait mon truc qui ressemble à, je l'espère, aucun autre et c'est ça ma fierté et je pense que c'est ça être un artiste. Voilà ce que je peux vous dire.